L'humeur ne change pas, le plaisir reste le même de vous savoir nombreux derrière vos petits écrans pour nous suivre. Au menu, la team du RDVM vous propose aujourd'hui, comme tous les jeudis d'ailleurs, l'instant de l'entrepreneur avec une dame qui, après son diplôme en environnement, santé et développement durable, a préféré aller vers l'entrepreneuriat pour valoriser autrement ses acquis. Vécu, votre rubrique témoignage s'invite aujourd'hui au menu du jeudi. Mon ex s'est mariée un mois après notre rupture. C'est le thème de notre témoignage du jour. L'avez-vous déjà vécu? En tout cas, on en parle. Le débat du jour porte sur les familles recomposées pour ou contre. Quelles normes pour une harmonie parfaite? Gardez juste votre position, on va l'évoquer. Bref, ça c'était l'introduction. Le développement, c'est maintenant. Ma Aréchou. Ma Bécachou. Ça va toi? Ça va et toi? Ça me fait plaisir quand tu souris comme ça. Ben, c'est pour te faire plaisir que je suis là tous les jours. Et pour faire plaisir également aux téléspectateurs. téléspectateurs. S'ils seraient jaloux. Hein. Ben oui, pas sans eux. Pas sans eux. Jennifer Sakiri. Ah oui. Tu m'attendais? La jalousie, elle est en direct aujourd'hui. Alors Jenny, c'est comment? Avec sa jalousie est agressive. Jenny Chou, comment ça va? Ça va avec Cachou et toi? Ça va. Tu es toute jolie. Comme Ariane. Merci. C'est gentil. Ariane Da Silva, nous sommes avec toi. On parle, nous recevons notre invité, donc l'entrepreneur du jour, Karine Mourin-Ola Falolou. Voilà, tu l'as très bien présentée. Mourin, c'est bien? Bon, on va lui poser la question puisqu'elle est là. Bonjour, Madame Falolou. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, elle posait une question, peut-être que vous avez envie de répondre. Mourin, oui, c'est le Bénin? Un Mourin-Ola. Okay. Le petit nom, le deuxième petit nom. Oui, c'est ça. Mourin-Ola, d'accord. Donc c'est Nango. C'est Nango. Vous comprenez le Nango? Très bien. Dites bonjour à vos parents alors. C'est vos parents à Dada. Adoupé, c'est dit. Ça va bien. Ça va bien. Oui, d'accord. Ariane Da Silva. Alors, tu avais déjà commencé par la présenter. Elle est administrateur en environnement, santé et développement durable. Aujourd'hui, elle a décidé de se lancer en entrepreneuriat. Et comme il est de coutume ici, notre première question, ça va être pourquoi l'entrepreneuriat? Alors, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un honneur pour moi d'être avec vous ce matin. Un plaisir partagé. Partager ma petite expérience. Pourquoi l'entrepreneuriat? Je vais dire que ça part du modèle que j'ai eu à un moment. D'accord. Qui est entrepreneur aussi. Oui. Qui, avec le commerce, nous a éduqués. Et jusque-là, continue d'ailleurs de gagner sa vie avec. Et ensuite, après mon premier diplôme universitaire, j'ai fait l'imagerie médicale. J'ai exercé quelques années. Puis j'ai été là. C'est vrai qu'ici, on n'a pas le métro, mais boulot, métro, dodo, ça commençait par me fatiguer. Et mis à côté de cela, comme j'avais aussi fait un master complémentaire en environnement, santé et développement durable, tout de suite, le choix du domaine dans lequel il fallait aller pour être un peu... C'est dessiné. Voilà, à l'image de moment, c'est dessiné. Et avec les discussions avec une personne qui m'a dit, écoute, aujourd'hui, là où tu en es, si tu devais travailler pour quelqu'un ou créer ta propre structure, qu'est-ce que tu ferais? Je dis, je créerais ma propre structure et c'est parti comme ça. D'accord. Et vous avez choisi le domaine de la propreté. Oui. Pourquoi? Est-ce que autour de vous, parce que nous recevons beaucoup d'entrepreneurs par ici qui nous disent j'ai choisi d'aller vers l'entrepreneuriat parce que je veux impacter mon entourage, je veux changer quelque chose. Est-ce que vous êtes parti d'un constat? Est-ce que vous avez remarqué par exemple, je ne sais pas, peut-être dans votre entourage, qu'il y a beaucoup de saleté, je ne sais pas. C'est parti d'où le C'est parti de ma passion pour tout ce qui est environnement. Santé, tout ce qui est nature en fait. Et effectivement, dans mon entourage, je voyais qu'il y avait quand même quelque chose à faire pour que nous puissions vraiment être dans un cadre vraiment assaini. Ce ne serait pas bien ou on ne serait pas à l'aise sur ce plateau si ça n'avait pas été balayé ou nettoyé. Donc ça,
c'était le déclic en fait. Et puisque j'avais déjà, c'est peut-être aussi par des formations professionnelles, puisque c'est lié à ce que j'ai fait ensuite, donc c'est parti comme ça. Mais c'est quand même rare hein, que les entrepreneurs, d'ailleurs ceux que nous recevons par ici, ne sont pas forcément Et on en dans parlait leur justement domaine. la dernière fois, si tu t'en souviens, Rebecca, on parlait des entrepreneurs aujourd'hui qui sont plus portés vers la restauration. Exactement. C'est plus ça. Tout le et contraire. Donc, quand je lisais le profil qu'elle m'a balancé, je me suis dit, ah ben, ça c'est la première fois, ou bien, bon, c'est quand même rare, quoi. Merci. Alors, vous êtes une femme dans cet environnement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui se démarquent dans le domaine de l'entrepreneuriat. Vous êtes une femme, vous faites votre petit bonhomme de chemin. Alors, cette expérience-là, est-ce qu'il vous arrive de regretter, de la regretter, de vous dire peut-être, franchement, aujourd'hui, je fais le point, par exemple, cette semaine, je n'ai pas fait grand-chose, le chiffre d'affaires, il n'a pas beaucoup bougé, j'aurais peut-être dû rester, je sais pas, travailler avec quelqu'un et tout, et voilà, et oublier cette affaire d'entrepreneuriat. Oui, vous l'avez dit, hein, dans l'entrepreneuriat, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments où c'est vraiment la haute saison, vous avez des contrats, vous avez des opportunités, des prestations, et ça fait rentrer beaucoup de revenus. Mais il arrive des moments où c'est vraiment la saison. Calme plat. Voilà, le calme plat, et tu te dis, mais pourquoi? Mais à aucun moment je n'ai voulu changer de ligne, de choix en fait. Parce que même récemment, j'ai eu un ami où ça a été un peu calme, où j'en parlais à des amis. Écoutez, si vous avez des opportunités, faites-moi savoir pour que email puisse avoir du revenu. Il m'a partagé une opportunité liée à mon domaine, que je sois employée. Mais j'avais toutes les chances quand j'ai regardé le profil. Mais je savais que si je postulais et que j'étais retenue, ce serait difficile pour moi. De gérer en même temps votre entreprise. Et surtout de le décevoir lui, parce qu'il y tenait tellement. Et j'ai tout fait pour ne pas déposer ce dossier-là. Donc franchement, je suis bien à l'aise. Cette liberté que j'ai aujourd'hui de gérer mon temps, de pouvoir vraiment faire des choses qui me passionnent, je préfère la garder que de rentrer encore dans le salariat. C'est vrai que vous gérez votre temps comme vous voulez, mais en même temps, c'est aussi parfois beaucoup de contraintes, surtout quand on est une femme. Alors, comment est-ce que vous arrivez à concilier tout ça, vie de foyer, vie de couple, déjà, il faut qu'on sache, vie de est-ce femme qu'elle est mariée? entrepreneur, oui, déjà. Alors, je suis en couple et j'ai une fille. C'est pas facile hein, de pouvoir gérer tout ça. Surtout que je suis également militante pour la Jeune Chambre, membre de la Jeune Chambre, très active. Donc, il y a beaucoup d'activités que nous faisons, tant professionnelles, sociales et familiales. Donc, c'est pas toujours facile. Ma fille a le don de me rappeler, écoute maman, cette semaine, on n'a rien fait ensemble. Et tout ça, ça me permet de me rattraper rapidement quand je sors vraiment du cadre familial et que je manque d'être là. Voilà. Alors, oui, j'ai une question hein, pour madame. C'est vrai, Ariane le disait tout à l'heure, vous êtes partie d'un besoin qui s'est fait sentir dans votre entourage, mais quand vous avez démarré, est-ce que le marché a répondu? Est-ce que vous vous rendez compte que les gens avaient vraiment besoin de cela? Alors, nous avons démarré par le secteur public, je vais dire. C'est aujourd'hui que le privé, les particuliers ont commencé à nous faire confiance. Sinon, à la base, c'est très rare de voir les ménages nous faire appel. Ils ont toujours une domestique à la maison et tout. C'est plus pour le linge qu'on nous faisait appel. Mais aujourd'hui, cette année, par exemple, ça a vraiment pris. Les particuliers nous appellent et puis on fait les nettoyages tant ponctuels que des fois, on nous propose de le faire de façon régulière. Voilà. Moi, j'ai bien envie de savoir, je pense que ce sera la dernière question avec ta permission. D'accord, pas de problème. Est-ce que vous travaillez seul? Je suppose que non. Non. Déjà. Non. Donc, avant même de commencer par travailler, de former cette équipe, est-ce qu'il vous était arrivé de travailler seul, d'aller dans ces ménages, de prendre des jobs, plusieurs fronts en même temps? Exactement. Et de quand même satisfaire vos clients? Non, parce que j'ai toujours travaillé avec quelqu'un. D'accord. Au début, déjà, j'avais 1 ou 2 personnes et je supervisais avec eux. Et ils s'étonnaient même de me voir mettre la main à la pâte parce que, voilà, pour eux, c'est la chef, elle ne devrait pas faire et tout. Donc, ça ne me gênait pas, ou ça ne me gêne même pas aujourd'hui de pouvoir montrer, en fait, et de pratiquer exactement. Parce qu'il faut toujours montrer les enfants. Voilà, de faire exactement, voilà, comme ça, il faut nettoyer comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. D'accord.
Karine Morin-Olaf Falolou, je rappelle que vous êtes entrepreneur, donc dans la rubrique entrepreneur avec Ariane Da Silva. Je ne vais pas vous libérer maintenant. J'ai besoin de votre avis sur la prochaine rubrique, donc le témoignage. C'est la rubrique de la tata en rouge à côté de vous là. Et on va installer vécu. Jenny Chou. Oui, ta Jenny Chou. C'est-à-dire qu'elle est déjà dans des couleurs qui annoncent Noël, quoi. Tu vois. Tu ne sens pas ça. Noël avant l'heure. Il faut fêter. Il faut fêter. Et en plus, elle veut parler de l'amour encore. En plus. C'est un amour dangereux, vous allez voir. Jenny, l'amour n'est pas dangereux. Mon ex s'est marié un mois après notre rupture. C'est pas méchant, ça. Bon, on ne dit rien avant de suivre, c'est ça? les avis, mais quand même, cette fois-ci, il y a quelqu'un, je souffre. Rebecca disait que pour une fois, c'est les femmes. En tout cas, elle s'est mariée un mois après la rupture avec son mari. Maintenant, les raisons, après la rupture avec son ex, son ex-petite amie, voilà. Donc, nous allons découvrir les raisons et recueillir les avis sur ce plateau. On y va. J'ai dit à ma copine que c'est fini entre nous et même pas un mois plus tard, elle s'est mariée. Je n'ai rien compris. Nous avons passé pratiquement 2 ans ensemble. J'avoue que je suis très colérique et j'ai porté la main sur elle plusieurs fois. On se disputait tout le temps mais on trouvait toujours une solution ensemble. Même quand je lui portais la main, elle revenait toujours. Malgré qu'il y avait toujours des disputes entre nous, on s'aimait énormément. Je n'ai jamais aimé une femme comme elle. La dernière fois, on s'est disputé la nuit pour une histoire de message. J'étais tellement en colère que je lui ai dit que c'était fini entre nous et que je ne voulais plus qu'elle vienne chez moi. Quand elle est partie, j'ai immédiatement regretté et je l'ai appelée, mais elle n'a pas répondu. J'étais pourtant sûr qu'elle allait revenir ou m'appeler comme d'habitude. Cependant, 3 jours après, toujours rien, pas de message venant d'elle ni d'appel. J'ai commencé à paniquer un peu et j'ai décidé de l'appeler, mais elle n'a toujours pas répondu. Je lui ai envoyé des messages sans réponse. J'ai décidé d'aller chez elle, elle n'a pas voulu me voir. J'ai essayé d'échanger avec sa mère. Celle-ci m'a demandé de lui laisser un peu de temps, qu'elle est en colère et qu'après avoir digéré, elle passerait me voir. Même pas un mois après, j'ai appris qu'elle s'est mariée. Ça a été un véritable choc pour moi et j'ai refusé d'y croire. Pourtant, c'était réel. Je me demande comment elle a pu me faire ça. Je lui donnais absolument tout ce qu'elle me demandait. Et comment peut-on avoir un mari et organiser un mariage en si peu de temps? Pourtant, elle avait juré de ne jamais me quitter. C'est la femme de ma vie et c'est seulement elle que j'aime. Je ne sais même pas comment je pourrais vivre sans elle. Que dois-je faire pour la reconquérir? Ça ne peut quand même pas se terminer comme ça. Aidez-moi s'il vous plaît. Ça ne peut quand même pas finir comme ça, tout comme si tout ce qu'il y a de début n'a pas de fin. En tout cas, ce n'est pas encore mon avis. Je vais donner mon avis tout à l'heure. Chère dame, non. Rassurez-vous, c'est pas fait exprès. Franchement, je viens de me rendre compte que c'est une coïncidence heureuse. J'ai voulu dire chère dame, monsieur, mais je me rends compte que le plateau est féminin. Non, mais c'est pas grave, c'est sûr que tu auras des hommes par la suite. Non, je vais demander leur avis. Entre-temps, Madame Aurore Fenou à pouvoir nous a rejoint. Les téléspectateurs n'ont pas oublié du tout votre visage, rassurez-vous, parce que j'ai reçu tellement d'appels après notre thème, le débat sur la polygamie. Donc, vous pouvez les saluer. Je vais dire simplement merci. J'en ai reçu beaucoup aussi.
Surtout les hommes ont aimé. Hein, oui, c'est normal. Hein? On ne va pas revenir là-dessus, mais c'est normal. Alors, chère dame, je commence par Ariane Da Silva. Mais donne ton avis, non? On s'est mariés un mois après notre rupture. On a entendu l'histoire. Il a raconté un peu l'histoire. Et on peut dire que le bilan n'est pas non plus favorable pour lui. Donc, quel est toi, ton avis sur ce témoignage? Bof, on dira un mois, c'est pas trop long pour refaire C'est pas sa trop vie. peu non plus. C'est pas trop peu non plus. Ça dépend de la personne, Et des de la circonstances. manière dont la personne gère ses émotions et Exactement. tout. Mais j'ai écouté un peu l'histoire et je me dis, attends, à quoi lui-même il s'attendait À ce en qu'elle fait. revienne. Il a dit, Oui, elle c'est revient vrai toujours. qu'elle a l'habitude de revenir, mais un jour, il faut qu'elle dise que c'est bon. Stop, quoi. Pendant que tu la bats tout le temps et tu dis l'aimer, franchement, quoi. Elle On ne n'est peut pas elle n'est aimer. On te dira que la charité, non pas la charité. Il y a un adage qui aime bien Non, châtie c'est bien. pas arrivé là-bas. Voilà, c'est pas arrivé là-bas, n'est-ce Non, pas? non, non. Madame Apouvo, votre avis sur la question? Je ne sais pas ce que vous voulez savoir. Ah non, on veut savoir. Voilà, le monsieur se plaint. Parce que les faits sont là. Une femme qui est en amitié, c'est plus une amitié, hein, ça a déjà duré 2 ans. Donc c'est déjà les fiançailles pour moi. Et les fiançailles devaient être des moments de joie, des moments de bons souvenirs. Moi j'appelle même des moments trompeurs parfois. Parce que tout ce qui se passe dans les fiançailles, ce n'est pas ça. On n'a pas les mêmes reflets quand on se met Quand en on se couple. met en couple, véritablement. Donc, si déjà, dans les fiançailles, il faut me battre correctement, demander pardon après, me chouchouter, m'acheter des bonnes choses et après je reviens et chaque fois c'est la même chose. Je pense que Dieu nous a créé femmes, ne nous a pas créé femmes plutôt pour rien. N'oubliez pas que c'est nous qui avons révolutionné le jardin d'Éden. Ah oui, hein? Est-ce que Ah je oui. mets dans le jardin d'Éden? N'oublions pas. C'est la vie du couple simplement. Donc c'est la femme qui révolutionne la Les vie du choses. couple et le foyer. Si vous voyez une femme qui se laisse battre ou qui se laisse gruger pendant un moment et ne dit rien, et à chaque fois elle sourit, elle est dangereuse. N'est-ce pas? Oui, elle prépare un bon coup. Mais si elle crie tout le temps, elle se fâche, elle pleure, elle joue la victime, il faut savoir que tu as gagné. Elle prépare un bon coup. Un bon coup, un très bon coup, et tu vas te retrouver seulement. Non, mais le coup a été bon. Mais c'est un bon coup. Parce que vous allez dire, on ne peut pas rompre et se marier un mois après. Mais qu'est-ce qui vous a dit? Qu'est-ce qui vous fait dire? Qu'est-ce qui vous fait penser que cette femme-là n'a pas préparé son coup depuis Le début. Voilà. Parce qu'elle est habituée à quelque chose quand même de la part de cet Surtout homme. avec les jeunes d'aujourd'hui, les histoires d'Est là, ça pullule les rues. Ah oui. Les histoires d'Est. Les Est ne s'oublient pas. Madame Surtout quand Falolou. il est bien quoi. Madame Falolou, quel est votre avis sur la question? Est-ce que la femme a bien fait ou on va répondre au cri de cœur de cet homme et tout fait pour que la dame revienne? Non, je pense que le vin est tiré. Hein, et la dame s'est mariée, donc il n'y a plus rien à faire là. Le truc, c'est qu'il a bien cherché, je dirais, parce que 2 ans, toujours des rôles. Il casse, c'est lui qui dit « je ne veux plus ». Et Elle dit à la revient fin- toujours. Voilà, il dit à la fin, elle a promis ne pas me quitter, mais c'est toi qui l'as quitté. Oui, Il y a- plusieurs fois en plus, Elle n'a que respecté en fait son choix. n'est-ce pas? J'espère que les téléspectateurs ne vont pas dire c'est parce qu'il n'y a que des femmes. Mais ne vous inquiétez pas, tout à l'heure, je vais poser la question à 2 hommes, on va prendre leur avis. Et Jennifer, pour finir hein, très rapidement sur le sujet, mon avis- est-ce que tu penses que la dame avait réellement préparé son coup ou bien c'est arrivé comme ça? Un mariage, ça ne se prépare pas en 1 mois, en moins d'1 mois. Oui, je me dis, elle n'a peut-être pas préparé son coup, mais elle en a eu marre. Peut-être c'était la fois de trop et elle avait peut-être un dragueur qui lui donnait la valeur qu'elle voulait et que son ex ne lui donnait pas. Donc elle a sauté sur l'occasion, peut-être qu'elle a commencé à regarder celui-là autrement et elle a décidé de se marier parce qu'il faut que les hommes comprennent que, comme le disait madame, la femme subit, mais à un moment, quand elle part, Elle dit c'est qu'elle est stop, quoi. partie, c'est qu'elle est partie. Et il y a toujours quelqu'un là, toujours.
N'est-ce pas? Oui, toujours. Qu'est-ce que tu es en train de dire par là? Non, attendez. Es-tu en train d'envoyer un message? Attends, es-tu en train d'envoyer un message à monsieur que il y a quelqu'un là? Jennifer, fais attention. Personne. C'est pour dire qu'une femme ne manque pas d'être courtisée. C'est tout. Je me suis mal exprimée. Il faut bien t'exprimer, sinon tu vas finir l'émission et te retrouver comme le... Merci pour vos avis, Ariane Da Silva. Donc je te permets de te retirer parce que tu as un agenda assez chargé. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Avec ton invité. Donc je te permets de raccompagner ton invité. Merci Rebecca, merci Madame Falolou d'avoir été des nôtres. Au plaisir de vous revoir par ici. Merci. Il est l'heure d'installer le débat. Une famille recomposée est une famille constituée d'un couple vivant avec au moins un enfant dont un seul des conjoints est le parent. Dans ces familles, la difficulté principale est l'acceptation par le ou les enfants du précédent mariage ou union du nouveau beau-parent et éventuellement de ses enfants et vice-versa. Comment réussir à trouver donc la norme adéquate pour une harmonie parfaite? Ils vont étaler leurs arguments en plus de mes chroniqueurs, donc de Jennifer Sachivi qui est restée puisque Ariane Da Silva est partie, en tout cas est allée vaquer à d'autres occupations. Madame Fenou qui est restée sur le plateau, ils nous ont rejoints et comme promis, d'abord je les présente, on ne vous présente plus ici. Oui, tout à fait. Claude, on va quand même dire Claude Timbiazalou. Oui, merci. Il a plusieurs casquettes, mais il est là ce midi en sa qualité de sociologue. Comment vous allez? Très bien, je me porte très bien. D'accord. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Plaisir partagé. Taragwe Valère Orsou, on ne vous présente plus non plus. Comment vous allez? Ça va, je rends grâce. Je demande très rapidement vos avis sur le témoignage, donc la rubrique avant votre installation, avant qu'on continue avec notre débat. Votre avis, vous avez suivi puisque vous étiez dans les coulisses. Elle s'est mariée, Monet s'est mariée un mois après notre rupture. Vous en pensez quoi? Puisque vous avez suivi les faits. Oui, je pense que moi, je n'ai pas été surpris. Il faudrait que chaque humain puisse savoir que nous sommes sur la terre pour essayer de nous améliorer. Quand on fait, quand on se comporte mal envers son conjoint jusqu'à un degré donné et qu'on ne fait pas des efforts pour changer, il ne faudrait pas s'attendre en réalité à un autre résultat. Moi, je n'ai pas été surpris. La femme, elle a pris le temps de préparer un autre avenir et puis voilà. C'est malheureux et il faudrait juste que l'homme puisse prendre son mal en patience et espérer reconstruire sa vie. Avec quelqu'un d'autre. Voilà. Monsieur Taragwe. Moi, je crois que, bon, comme elle n'était pas encore sa femme, je crois que la fille mangeait 2 pains à la fois, quoi. Non. Ou 3, peut-être. Donc, elle a choisi le pain qui a beaucoup plus de mayonnaise. Le pain le plus croustillant, Voilà, comme on le dit. Non, mais, que... ok, mais vous êtes d'accord quand même, vous avez suivi les faits, n'est-ce pas? Oui, j'ai suivi. C'est lui, à chaque fois, qui mettait un terme à la relation, qui battait la dame, et qui, donc, quel que soit le pain, le nombre de pains qu'elle avait, quel que soit le nombre de pains qu'elle avait, est-ce que vous êtes pour ou contre ce qui s'est passé? Je suis pour la fille. Je supporte 1000% la fille. D'accord. Pour aucune raison au monde doit battre une femme. D'accord. Voilà. Merci pour vos avis. Hein. Vous avez juste confirmé ce que les dames ont dit avant. On parle maintenant de famille recomposée. Pour ou contre, comment trouver l'harmonie parfaite pour mieux vivre au sein d'une famille recomposée. Je m'adresse à Madame Apovo. Madame Apovo, j'ai donné une définition tout à l'heure de la famille recomposée. Est-ce que vous avez une autre définition ou vous confirmez tout simplement ce qui a été dit? Merci beaucoup. Je confirme simplement ce qui a été dit. La famille recomposée en Afrique, ce n'est pas comme en Europe. Mais ce qui est dit, une famille recomposée est une famille recomposée. D'accord. Il faut savoir gérer. Il faut vivre dedans, il faut vivre la chose pour mieux l'exprimer. Je ne sais pas pourquoi vous m'avez invité. Je sais que si vous avez votre expérience à partager avec nous. Mais pour le moment, non, ne partagez pas encore l'expérience. Est-il facile de vivre dans une famille recomposée?
Très difficile. Très difficile de vivre dans une famille recomposée parce que la famille en elle-même est une institution qu'il faut gérer. C'est vrai qu'avec le temps, le statut de la famille a changé. Nous avons quitté une certaine dictature domestique pour des rapports beaucoup plus intimes. Non, mais quand vous parlez de dictature, c'est pas trop fort? Bon, un peu, mais je me base un peu sur la réflexion d'un certain scientifique, Émile Durkheim, qui parle en fait de l'ancienne famille traditionnelle qu'il a qualifiée d'aristocratique et de la famille qu'on a aujourd'hui, qui est une famille beaucoup plus démocratique, dans laquelle en fait le père en général n'a plus cette autorité formelle, mais il y a une certaine démocratisation des rapports entre parents et enfants. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, déjà, même dans une famille nucléaire, de gérer les relations de manière parfaite. Dans une famille recomposée, c'est encore plus difficile parce que là, il y a un des conjoints au moins qui a eu un enfant avec quelqu'un d'autre. Et donc, il y a un bouleversement, en réalité, un changement qui bouleverse en réalité la vie de l'enfant. Ça crée un certain nombre de problèmes au niveau du parent du parent qui a cet enfant et au niveau aussi du conjoint. Donc, c'est extrêmement difficile, il faut le dire pour que les gens le sachent. C'est pas si facile que ça de reconstruire sa vie, de reformer une nouvelle famille. Et ça demande beaucoup d'aptitude si vraiment on veut réussir et qu'on ne veut pas retomber dans le divorce. Monsieur Tingbe Zalou le disait à l'instant, Jennifer, vivre au sein d'une famille recomposée n'est pas forcément facile, surtout pas pour les enfants. Surtout, j'imagine, parce que les enfants sont, surtout lorsqu'ils sont en bas âge, vous savez, quand ils ont votre âge, mon âge, ce ne sont plus des enfants, ils se sentent envahis. Ils se sentent envahis et peut-être qu'ils veulent toujours avoir leur mère ou leur père auprès du parent avec lequel ils n'acceptent pas forcément l'autre partenaire. Et même quand ils acceptent, les habitudes ne sont pas toujours les mêmes avec leurs parents. Donc, je pense il faut faire beaucoup de concessions. Et dans ce cas, c'est aux parents de vraiment rassurer leurs enfants. Il ne faut pas leur imposer cela. Je vais encore employer le mot dictature. Non, il faut peut-être leur expliquer et les pousser à faire des efforts pour accepter l'autre. Parce qu'il s'agit aussi du bonheur des parents. Le parent ne va pas sacrifier l'autre amour retrouvé juste pour faire plaisir à son enfant. Il risque de déprimer ou elle risque de déprimer aussi. Donc, je pense que chacun est appelé à faire des sacrifices et des concessions pour que ça marche vraiment. Monsieur Talagbe, vous avez déjà vécu à côté d'une famille recomposée? Beaucoup, surtout dans ma zone, il y en a tellement aujourd'hui. Moi, je crois que si les deux parents sont bienveillants et ils s'aiment vraiment énormément, ça veut dire qu'il n'y aura pas de souci. Parce que si tu as d'enfants et toi, tu me vois avec mes enfants et tu me dis que tu m'aimes de tout ton cœur, ça veut dire que c'est sincère. Donc, tu dois aimer tout ce qui sort de moi. Je vais parler de mes enfants. Donc, c'est comme si tu prenais mes enfants comme tes enfants. Et même, ça s'est passé dans mon village. Il y a un monsieur qui a gardé un enfant qui ne lui appartenait pas pendant plus de 27 ans. Il savait? Oui, il savait. Okay. Et il a éduqué, c'est que personne ne savait dans le village. Et il a éduqué pendant 27 ans le gars. Il est maintenant docteur en médecine en France. Et c'est un jour, le père, l'ancien père, est apparu avec des gourdins, des machettes avec sa famille. Et il dit pourquoi son enfant lui envoie des Western Union et lui n'a rien. Que ça doit finir que c'est son enfant. Et c'est là tout le village a su que ce n'est pas le papa. Donc on ne l'appelait pas le nom de l'aîné. Ce n'était pas de son enfant. Donc là, je crois qu'ils sont maintenant devant les tribunaux pour mettre cette affaire au clair, l'autre qui demande des dédommagements. Moi, je crois que... En gros, pour dire que... c'est pas toujours négatif, quoi. C'est pas toujours positif, n'est-ce pas? Non, je veux dire, c'est pas toujours difficile. Donc, il y a des familles recomposées qui sont très heureuses, ou même l'enfant qui n'est pas le fils d'un des partenaires prend le nouveau partenaire comme son parent et l'adopte à vie, quoi. Donc, de la même manière qu'il y a des familles, il y a des problèmes, l'autre ne veut pas se soumettre à l'autorité du partenaire de son père ou bien de sa mère, et il est toujours ingrat et tout, voilà, quoi. Madame Apovo, je reviens à vous. On ne choisit pas forcément de vivre au sein d'une famille recomposée, n'est-ce pas? De même, les enfants encore moins. Mais dans ce cas, comment est-ce qu'on instaure la confiance et le respect?
Parce qu'on remarque souvent qu'un enfant qui se retrouve au milieu d'une famille recomposée a du mal déjà à appeler cet homme ou cette dame, maman ou papa. Mais comment faire pour que l'enfant, à un moment donné, se sente en confiance et respecte celui qui est en face de lui, qui sera désormais son parent? Merci beaucoup pour la question. Comment faire pour mettre l'enfant en confiance? En confiance. Avec moi, c'est très simple. Ça a été très simple. Il suffit de prendre l'enfant comme son propre fils ou sa propre fille. Mais vous savez qu'il y a des enfants qui sont rebelles. Mais c'est clair. Je suis restée avec des rebelles et je suis restée avec des calmes. Des peu calmes, des agités, des moins agités. Ah, donc vous avez connu... J'ai connu ça. toutes les gammes, quoi. Ils étaient 6. C'était pas du tout repos. C'était pas facile. Mais comment ça se passait? Mais quand j'ai pris la décision de les aimer, pas comme des enfants d'abord, parce que c'était des enfants d'un certain âge, j'ai automatiquement demandé à ce qu'on ne m'appelle pas maman. Parce que je voudrais que la confiance, l'amitié s'installe. D'accord. Je leur ai dit, l'aîné, j'ai 5 ans de plus que l'aîné, pas plus. Parce que vous avez 5 ans de plus que l'aîné. Donc, j'ai dit en même temps que tout le monde m'appelle Dada. Simplement? Simplement. Il n'y a pas de maman? Non, il n'y a pas de maman. Ok. C'est moi-même qui ai pris cette décision et ça passait malgré les petits problèmes. Ça passait. Monsieur Tingbe a parlé d'une dictature et vous avez tiqué un peu. Nous sommes en Afrique. Il dit, ne nous voilons pas la face. Dans une famille africaine, il faut une petite dictature. Sinon, ça ne marche jamais. Mais de quelle dictature parlons-nous? Je parle d'une dictature fine et saine. Ah, détaillons pour les téléspectateurs. C'est-à-dire, ce n'est pas que le papa devient loup, il devient fou dans le foyer, non. Le papa, quand il parle, quand il est dépassé, il tape du poing sur la table, tout le monde se range. Même moi, je me range. Ah bon? Quand j'ai tort, monsieur me dit, mais viens. Il m'amène à l'intérieur. Il me dit ce qui ne va pas. Et rapidement, je change de position. Mais les enfants, c'est devant moi que ça se passe. Et il dit, ça, c'est ça, et ci, c'est ci. Et puis, quelques secondes après, tout redevient normal. Et moi, j'ai aimé cette dictature fine. Et c'est ça que vous avez utilisé justement avec vos... Je me suis plaint une seule fois. On est restés pendant 15 ans ensemble. Je me suis plaint une seule fois parce que j'ai dit, la seule fois où j'ai eu à me plaindre, ça a été chaud. Ça a failli dégénérer. Et j'ai pris la résolution de dire, moi-même je corrige les... Malgré qu'ils sont grands, je corrige en mon sein ce qui ne va pas. D'accord. Puisque nous sommes entre frères et sœurs. Ah oui, je suis leur dada. Oui, évidemment. Et quand ça ne va pas, je dis, ma petite sœur vient. Il y a ci, il y a ça. Mon petit frère vient et ils disent Dada. J'ai été appelé Dada pendant 15 ans. Wow. C'est après quand leurs petits frères et petites sœurs ont commencé à grandir qu'ils ont décidé même de m'appeler Maman Tant. Et ça ne m'a pas du tout gêné. Quand on fait comme ça, dans une famille recomposée, on gagne. Mais est-ce que dans votre cas, c'est pas parce que vous avez épousé quelqu'un qui avait déjà des enfants qui sont un peu âgés? Si c'était de petits-enfants, vous auriez souhaité aussi que ces enfants vous appellent Dada, grande sœur, c'est ça? C'est pour vous dire que la plus petite est comme ma fille. Elle a l'âge de ma fille. D'accord. Mais je leur ai dit de m'appeler aussi Dada. Ce n'est pas seulement des grands-enfants, il y a de petits-enfants. Parce que c'est des enfants de 2 mères différentes. Et elles sont toutes parties. Avant de revenir encore à vous, Monsieur Tingbe Azalou, est-ce que vous pensez que c'est
c'est la bonne méthode. De votre point de vue, en tant que sociologue, ça c'est une pratique et apparemment elle a réussi à avoir la confiance, à gagner la confiance de ses enfants. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne méthode? Et si c'est la bonne méthode, quelles sont les autres méthodes qu'on peut aussi avoir pour réussir à gagner la confiance quand on est au sein d'une famille recomposée? D'accord, merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire qu'il est tout à fait normal que les enfants soient rebelles. Parce que quand on recompose la famille, il y a des changements. Le premier souci de l'enfant, c'est est-ce que mon père ou ma mère qui s'en va se marier avec quelqu'un d'autre, est-ce qu'il va continuer à m'aimer? Ça le frustre. Il a ce souci-là. Du coup, il développe une adversité envers l'autre, le nouveau conjoint. Vous voyez, donc ça crée un certain nombre de tensions tant que le nouveau conjoint ne l'a pas rassuré. Je dirais que madame a tenu le problème par le bon bout. Pourquoi? Il est important que dans une famille recomposée, qu'on puisse faire la part de choses entre la mère ou le parent direct de l'enfant et soi-même. Il ne faut pas que l'enfant se dise que tu n'es pas mon père. Tu n'es pas ma mère, tu ne remplaceras jamais ma mère, tu ne remplaceras jamais mon père. Parce que l'enfant avait ce souci-là, que son père ou sa mère pourrait cesser de l'aimer et que peut-être ce changement est dû au fait que son père ou sa mère a écarté l'autre parent. Et donc, il est important que le nouveau conjoint qui vient dans la famille adopte une posture qui n'est pas la posture de l'ancien parent qui a divorcé. Et donc, elle a choisi la méthode de se faire appeler Dada. C'est une bonne méthode parce que tout de suite, ça envoie l'information au niveau des enfants que je ne suis pas venu remplacer votre mère. Du coup, les soucis, les frustrations au niveau des enfants, ça pèse. Et les enfants se disent, OK, les gars, on est tranquille. Bon. Elle n'est pas venue remplacer notre maman. Notre amour est toujours là. On peut... Elle est notre amie. Voilà. On peut dialoguer avec elle, on peut être avec elle. Elle a tenu par le bon bout. Et c'est ça qui lui a permis de réussir. Elle a parlé du fait qu'au début, il y a eu des tensions. C'est tout à fait normal parce que les enfants se posent un certain nombre de questions. Est-ce que papa aura toujours le temps de nous aimer? Est-ce que la dame là, elle ne va pas encore nous priver de notre père, nous a déjà privé de notre mère? Donc, il y a des préjugés que les enfants font et qui rendent des interactions familiales difficiles. Mais la manière dont elle a pris les choses, et en plus, c'est sûr, elle ne l'a pas dit, elle a utilisé certainement de la patience. Il faut le dire aux téléspectateurs, dans une famille recomposée, la chose la plus difficile à faire, c'est la patience. Vous devez être plus patient que vous ne l'étiez dans votre ancien couple. D'accord, mais dans le cas, par exemple, où je reviens à vous avant de demander leur avis, dans le cas où vous êtes jeune, une jeune fille, vous épousez un homme qui a déjà des enfants. Donc, c'est une famille que vous êtes en train de recomposer, certes, mais vous n'avez pas l'expérience d'une famille, d'un foyer avant de venir là. Est-ce que votre manière de faire aurait été la même si vous étiez une jeune femme qui n'a jamais connu un foyer, les hauts et bas d'un foyer, d'un couple? C'est une très bonne et belle question. J'étais une jeune fille à l'époque. J'étais jeune fille. Je n'ai jamais fait d'enfant avant d'épouser le monsieur dont je parle. Donc, tout le monde me voyait inexpérimentée. Oui. Je vais plus loin pour vous dire que je n'ai jamais vécu dans une famille recomposée. Mon papa et ma maman ont été ensemble. Mon père n'a jamais eu une deuxième épouse. Bon, il fait ses escapades au dehors. Mais il n'a jamais eu officiellement comme ça. Donc, nous sommes une famille nucléaire. Donc, je n'ai pas reçu l'éducation de vivre dans une famille recomposée. Mais ma maman a eu la présence d'esprit de m'inculquer certaines choses. Elle m'a toujours dit, ma chérie, la vie ne nous donne pas toujours ce que nous voulons. Il se peut que tu te retrouves dans une famille polygame ou recomposée. Elle l'a dit comme ça, elle a éduqué ses filles comme ça. Mais ironie du sort, nous sommes deux filles. Et toutes jeunes, les deux se sont intéressés à des hommes qui étaient déjà mariés. Voilà. Or, nous avons vécu dans un foyer monogame. Donc, c'est pour vous dire que l'éducation de base aussi
compte beaucoup dans ce que nous sommes en train de développer. L'amour. Monsieur Tingbe a parlé de la patience. Je n'étais pas si patiente. Mais la nouvelle école m'a rendue encore plus patiente parce que j'ai eu la chance d'épouser un homme qui savait faire la part des choses. Je parle en ce moment aux hommes. Puisque beaucoup d'hommes ne savent pas se prendre. On va en venir tout à l'heure au conseil, mais je vais prendre leur avis très rapidement parce qu'ils sont aussi sur le plateau. Il y a un mot qui revient, la patience. Jennifer, tu as écouté l'histoire de Madame Apovo. Est-ce que toi, tu aurais été assez patiente à ce point ou même... Bon, ok, mais dis-moi, quel est toi justement ton avis quand on parle de patience? À part la patience, est-ce qu'il y a d'autres mots qui te viennent là tout de suite? Non, je ne pense pas à d'autres mots là tout de suite, mais je vais reparler à Rebecca, si tu le permets, de la patience. Je pense que c'est indispensable. Mais Tu aurais eu cette patience-là que Madame Apovo a eu? Si les enfants sont gentils, bien entendu. Et s'ils ne sont pas gentils, puisqu'ils ne seront pas toujours gentils, tu ne peux pas exiger d'eux qu'ils soient gentils. Quel aurait... Non, réponds-nous en toute honnêteté. J'aurais vu mon mari pour lui poser le problème. Est-ce que tu n'aurais pas demandé à ton mari de trouver, d'envoyer les enfants à l'internat, par exemple? Non, je ne vais pas faire Jennifer. cela. Non, il faut que tu dises ce que tu... Je vais te dire. D'accord. Je ne vais pas faire cela tout de suite. Je vais vouloir que leur père leur parle. Et il va parler, ça ne va pas marcher. Si ça ne change pas, la solution, je pense que l'internat va leur faire du bien, et à nous, et à eux. Ce n'est pas qu'on va les abandonner. Mais en fait, tu vas avoir la paix du cœur. Je vais avoir la paix du cœur. Je pense qu'ils seront aussi en paix. Parce qu'ils ne se sentiront pas envahis. Mais on se retrouve en vacances, après, on trouve d'autres solutions. Je suis sûre que quand les vacances vont s'annoncer, tu seras inquiète. Monsieur Talagwe, envoyer les enfants très loin, c'est généralement la réponse immédiate ou la solution voulue par plusieurs femmes tout de suite. Envoyons les enfants. Je parle des femmes parce que, bon, les hommes ne restent pas généralement à la maison pour savoir s'il faut avoir la patience avec l'enfant ou pas. Mais les femmes, pour avoir la paix du cœur, envoyons les enfants à l'internat. Vous, de votre position d'homme, déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est la solution pour amener la paix dans le foyer, dans un foyer recomposé? Non, moi je ne crois pas que ce soit à l'internat, parce qu'à l'internat aussi, c'est un monde à part, ça a son code. Et l'expérience a montré que vous ne sécurisez même pas l'avenir de vos enfants en les envoyant à l'internat. Au contraire, il y a des centres qui détruisent carrément l'avenir des enfants. Les enfants ne sont pas surveillés. Les enfants sont à l'internat, pourtant, ces enfants la fument. Oui, mais en fait, là, on ne parle pas forcément de la surveillance, mais on est en train de parler de quoi faire pour que la conjointe ait cette paix de cœur-là et ne plus penser à supporter des enfants rebelles, à supporter les caprices de tel ou tel autre, mais avoir la paix du cœur. Je crois qu'elle va toujours se faire détester si elle envoie les enfants loin. Je crois que la meilleure des options, même ce qui serait bien vu dans la société, c'est d'adopter la posture de notre dada pour que les enfants puissent l'accepter et que la société l'accepte. Parce que les gens vont dire, regardez, elle vient maintenant, elle a renvoyé les enfants loin, elle est seule dans la maison avec l'homme et tout. Moi, mais vous savez que même si elle n'avait pas envoyé les enfants loin et qu'elle était avec les enfants, il y aurait toujours des gens qui vont parler, n'est-ce pas? Mais les gens vont toujours parler, mais à la longue, si les enfants voient que elle adopte une posture de paix et tout, je crois que ça va se calmer. Moi, j'ai vécu dans une famille polygame. Je sais ce qui s'est passé au début quand les autres femmes sont venues. Je les ai prises comme des envahisseurs et tout. J'avais pris mes positions, ça c'est pour moi-même. Hein. Mais après, il y a eu la réconciliation. Et ils m'ont pris comme l'aîné, comme le patron. Et voilà. On connaît la place du patron. Quand on veut faire quelque chose à mon père, on m'informe d'abord. Je donne mon avis avant que ça se passe. Et moi, je les prends désormais comme mes mamans. Et ça se passe très bien. Et voilà, je crois que... Jennifer veut ajouter quelque chose très rapidement. Très rapidement. Je pense que M. Vallet le disait. Il était jeune. Il a un peu mal accueilli ses mamans. En ce moment, quelque chose de pas bien aurait pu se passer. Peut-être une fois en colère, tellement
exacerbé, elle vous aurait porté la main et ça aurait dégénéré. On va dire, elle a frappé l'enfant de son mari, c'est qu'elle est mauvaise, c'est qu'elle le déteste, alors qu'elle ne peut pas toujours accumuler, elle ne peut pas toujours supporter. Moi, je pense qu'envoyer à l'internat, ça ne veut pas dire qu'on déteste l'enfant. Ou qu'on se débarrasse des enfants. Pas du tout. C'est juste une distance. Le temps que tout le monde s'habitue, on se retrouve pendant les congés. Si pendant les congés, vous êtes désagréable avec moi, je peux gérer. Mais est-ce que toutes les femmes ont la patience nécessaire de se faire agresser pendant 15 ans et se contenir? Parce que et accepter, instaurer une patience. La patience, le dit, c'est rapide. Vous l'aurez peut-être tapé, mais cette fois-ci, si vous tapez encore, il y a problème. Exactement. Monsieur m'a donné le droit de les taper comme mes enfants. Ils vont dire que vous les maltraitez. Non, je ne les maltraite pas parce que moi, je les corrige au même titre que mes propres enfants. S'il y a quelque chose qui ne va pas, si c'est mon enfant, je le corrige. Si c'est l'autre enfant, moi je dis c'est mon enfant. Parce que j'ai dit, je pourrais me retrouver demain dans une situation pareille et une autre femme pourrait garder mes enfants. J'ai pensé uniquement à ça. Et la patience, l'humilité et l'amour, c'est tout. La patience, l'humilité et l'amour, le vrai. C'est pas l'amour qu'on dit à la bouche, non. Il faut vraiment s'aimer, les aimer et subir, se sacrifier, quoi. Je me suis sacrifiée aujourd'hui, j'en suis très heureuse. N'est-ce pas? Non, j'ai une autre question parce qu'il faut qu'on doit conclure. Parlons du rang social. Le rang social, c'est aussi important, n'est-ce pas? Imaginez un couple, une jeune fille qui n'a jamais connu le luxe, qui épouse maintenant un homme qui a beaucoup d'argent, qui a les moyens financiers et qui a des enfants. La jeune fille vient, les enfants de cet homme savent que la jeune fille, elle vient, elle est issue d'une famille pauvre, elle n'a pas vécu dans le luxe. Est-ce que vous ne pensez pas que ces enfants vont utiliser ce fait-là, justement, contre la femme, leur belle-mère? D'accord. Vous savez, ce que vous dites est un problème structurel. D'accord? Ça ne dépend pas d'un rang social. Juste, les enfants vont utiliser ce prétexte de rang social pour taper encore plus fort, pour faire mal. Le principe reste le même. L'autre personne qui vient pour les enfants, vient pour nous arracher notre père, par exemple. Vient pour, en réalité, diminuer l'affection que notre père a pour nous. Et donc, les enfants seront toujours rebelles. Le rang social sera juste un instrument qu'ils vont utiliser dans ce cas-là pour pouvoir chicoter correctement la femme. C'est pour ça que je dis, l'idée de les envoyer à l'internat n'est pas une bonne idée. Pourquoi? L'idée d'envoyer les enfants loin n'est pas une bonne idée. C'est une fuite en avant. La réalité va rattraper. Pourquoi? Parce que l'enfant qui se dit déjà que la nouvelle personne qui est venue dans la famille recomposée va faire que l'affection que le père aura va diminuer. Quand cet enfant sera envoyé loin, l'enfant aura la confirmation de ce préjugé-là qu'il avait et va détester 2 fois plus, en fait, la femme. Il va accumuler et quand il aura l'occasion de revoir la femme un jour, il va encore faire plus de mal. Je pense que la meilleure solution, c'est la méthode pratico-pratique. Mais cette solution dont vous êtes en train de parler, vous êtes conscient que c'est assez compliqué, assez complexe, assez difficile pour la femme. Madame a pouvoir parler tout à l'heure de l'éducation. Oui, qui compte aussi. Effectivement. Mais parfois, même si quelqu'un a un défaut éducationnel, la réalité vous apprend et vous oblige à aller réellement à l'école de la patience. Comme quoi, c'est le terrain qui commande. Oui. C'est pour ça qu'on dit chez nous, enfants, tu nous en andor, et nous sundeo l'intame. Avant de dire oui à un homme, réfléchis. Parce que quand on rentre dans le foyer, moi j'ai souvent l'habitude de dire, entre le célibataire, le marié et le divorcé, celui qui souffre le plus, c'est le divorcé. Il souffre plus. Pourquoi? Il souffre plus parce que le célibataire n'a qu'un souci. Je veux qu'on comble le vide pour moi. Oui. Le marié, quand il est déjà là, le vide est comblé. Peut-être que le vide est mal comblé. Il vit une difficulté, mais il est avec quelqu'un. Quand il est divorcé, il souffre une fois comme un célibataire, il souffre une deuxième fois du fait d'avoir goûté à la vie de mariage et de se retrouver par exemple seul dans son lit. Il souffre maintenant une troisième fois? Il souffre une troisième fois. Et avant, en réalité, de trouver quelqu'un d'autre, il faut qu'il tente un certain nombre d'expériences. Donc, X plus N expériences par exemple, dans lesquelles il faut qu'il raconte
sont passés à toutes les personnes Jennifer, pour avoir la chance de se retrouver. Donc, il faut dire, il faut que les gens sachent que quand on va vers une famille recomposée, il faut avoir plus de patience qu'on en a eu dans la première famille nucléaire qu'on avait eue. D'accord. Très rapidement, Jennifer, ton mot de fin en guise de conseil. Qu'est-ce que toi, tu aurais... Déjà, quel conseil? Je crois que je vais revenir sur la patience. Mais je ne conseille forcément pas d'envoyer à l'internat. Mais tu trouves que c'est une des solutions qu'il faut aussi envisager? Oui, quand votre santé mentale est affectée, là, c'est pas bon. Trouvez la solution, discutez avec le papa si vous voulez. Bon, frappez si vous aimez frapper aussi, mais trouvez la solution pour que tout le monde soit en harmonie. L'essentiel, c'est qu'il y ait l'harmonie. Voilà. Monsieur Talagwe. Oui, j'accompagne mon grand frère Aza Tingbe et je dis frapper, ce n'est pas la solution parce qu'aujourd'hui, frapper aussi les enfants, ce n'est pas trop bien, ce n'est pas la meilleure des manières. Donc, je crois qu'il faut aller avec diplomatie et essayer d'utiliser un peu de stratégie et voilà quoi. Et tout se passera très bien. En tout cas, ce n'est pas mon domaine. Mais personne ne souhaite finir dans une famille recomposée, n'est-ce pas? Non, personne ne souhaite cela. Alors, en guise de mot de fin, en même temps, Madame Apouvoir, vos conseils, parce que tout au long de ce débat quand même, vous avez eu à nous raconter, à partager avec nous votre expérience, maintenant vos conseils à l'endroit de ces femmes-là qui vivent dans des familles recomposées, même des hommes, pourquoi pas? Les hommes, je leur demande d'être de vrais hommes. Je mets de vrais hommes entre griffes. Je leur demande une dictature fine, souple. C'est pas la dictature fine et souple, ce n'est pas de crier à la maison, j'ai déjà expliqué. Je demande aux femmes de faire c'est-à-dire ce sacrifice-là qui consiste à aimer les enfants de leur mari comme leurs propres enfants, parce que plus on donne de l'amour à ses enfants, plus on est aimé par son mari. Je parle en connaissance de cause. Plus on donne de l'amour à ses enfants, plus le monsieur nous donne une place de privilégié. Dans son cœur. J'en ai reçu. J'ai reçu beaucoup d'amour de ce monsieur. Et avec cet amour-là, j'ai eu encore plus le courage. Je les ai aimés. J'ai été humble. Très humble. Ce n'est pas que tout a été rose. Non. Et personne ne demande, personne ne souhaite de se retrouver dans une famille recomposée. Mais quand ça va arriver, je leur demande de suivre les petits conseils que nous venons de donner ici. D'accord. Aimez, soyez humble, soyez très patiente et aimez véritablement. Que l'amour ne soit pas seulement verbal. De toutes les manières, même au sein d'une relation, on dit toujours aimer. Aimer est toujours accompagné de la patience. Avant même que vous ne vous retrouvez dans une famille recomposée, l'amour même demande déjà la patience. Je retiens donc diplomatie, patience, humilité et amour. Famille recomposée, vous savez désormais quoi faire pour gagner l'affection de ces enfants qui n'ont pas forcément demandé, à être au sein d'une famille recomposée. Ce sont vos choix, assumez-les. On installe la dernière rubrique. Talagwe Valère, on parle avec vous aujourd'hui de comment produire le tarot. On y va. Alors bonjour Rebecca, bonjour tout le monde, bonjour chers amis téléspectateurs. Dans cette vidéo, nous allons parler de la production du tarot. Le tarot aujourd'hui qui n'est pas très produit, qui n'est pas très développé au Bénin, mais nous savons que le tarot est cher. Qui peut me dire parmi vous ici le prix du kilo de tarot au Bénin, ou bien du tas, ou bien du sac, ou bien d'un petit panier de tarot? Moi je ne connais pas, on gagne temps. On gagne temps. Alors déjà pour produire le tarot, il faut garder à l'esprit que le tarot tolère tous les types de sols. Que ce soit les sols inondables ou les sols non inondables, le tarot est productible partout. Il faut également aussi garder à l'esprit qu'il y a un champignon qui est à la base de la destruction des plantations de tarot qui nous empêche de bien produire
le taro. Et ce champignon, vous le voyez à l'écran, certainement la régie va montrer, est responsable de la destruction des plantations de taro. Il faut aussi garder à l'esprit que l'écartement, la densité de plantation de taro est entre 18 000 et 25 000 pieds à l'hectare. Donc si je suis agriculteur, je veux me lancer dans la production de taro, je me mets à l'idée que je fais 0,7 mètres entre les lignes et 0,6 mètres entre les plants ou vice-versa. Ça importe très peu. Ce qui va être déterminant dans la production du taro ici, c'est l'apport en matière nutritive. Le taro va faire des réserves dans ses cornes. On commet beaucoup d'erreurs en disant les tubercules de taro. Non, ce n'est pas des tubercules. On les appelle des cornes. Les cornes sont des racines tubérisées accompagnées de petits radicelles. C'est ça l'ensemble qui forme les cornes. Et pour avoir de réserve, le taro va prendre la moitié de son cycle, c'est-à-dire 9 mois, à fabriquer d'abord la partie aérienne, c'est-à-dire le feuillage. Donc, 4,5 mois de production quand vous faites la plantation de taro, il n'y a encore rien dans le sous-sol. Donc souvent, il y a des gens qui sont tellement impatients, après 5 mois, ils déterrent, ils n'ont rien dans le sous-sol. Le taro est majestueux. Voilà, le tarotier ou bien le plant de taro a beaucoup de feuillage, est majestueux, mais il n'y a encore rien. C'est la phase de la croissance végétative. Et le taro a besoin du soleil pour fabriquer les métabolites secondaires, c'est-à-dire les réserves d'amidon qu'on a dans le sous-sol. Et là, il faut de l'eau, il faut le soleil et il faut des matières organiques. Donc, à partir de 4,5 mois, voilà, le plant de taro commence à faire maintenant des réserves. Et ces réserves, ce n'est pas pour nous les humains. C'est pour subvenir, c'est-à-dire pour assurer la prochaine génération. Donc, quelle information nous, les producteurs, on va donner au plant de taro? On va lui apporter maintenant beaucoup de matière organique pour que la réserve soit abondante. Sinon, le plant de taro va faire seulement une seule racine ou une seule corne pour repousser. Parce que la racine, le tubercule de taro peut encore repousser un autre plant. Donc, son objectif à lui, quand il va se faner, c'est d'avoir une relève, d'assurer sa pérennité. Donc, l'homme est là pour consommer les réserves, ce qui est très doux à nos yeux. Donc, on va mettre beaucoup de fumier de vache à raison de 10 kg de fumier de vache par poquet, c'est-à-dire pas trop de taro. Et quand vous faites 0,7 mètres fois 0,6 mètres d'écartement, vous êtes autour de 23 000 pieds de taro à l'hectare. Et il y a un aspect important à aborder. Il y a un Congolais qui m'a dit, et un Gabonais aussi, j'ai eu à échanger la semaine passée avec un Congolais, un Gabonais, tous de l'Afrique centrale. Ils m'ont dit, le kilo, 5 kilos de taro dans leur pays, c'est 45 000 francs CFA. Je vous le dis en vérité. 5 kg de taro dans le pays, c'est 45 000 francs CFA. Et un pied de taro peut nous donner 2 kilos si on apporte bien les matières organiques. Et vous faites les 5 kilos fois 23 000 pieds. Et imaginez. Et c'est énorme. Donc, je tiens à lancer cet appel à tous les téléspectateurs, surtout, chers collègues, ceux qui sont formés ou bien ceux qui sont formés dans les centres de formation agricole au Bénin et qui n'ont pas de boulot au Bénin. Je vous rassure, au Congo, Kinshasa, Brazza, au Niger, il y a de l'argent. Les pays là-bas sont encore vierges en termes d'agriculture. Et pour rentabiliser, vous le Bénin aussi est vierge. Le Bénin est encore vierge, bien sûr. Mais bon, voilà. Il faut faire la promotion du Bénin. Pourquoi tu veux envoyer nos agriculteurs ailleurs? Monsieur Talagbe, je suis pas... Je ne les envoie pas ailleurs. En fait, c'est pour faire parce que nous avons vraiment, le Bénin, une compétence en termes d'agriculture en Afrique. Les meilleurs centres de formation sont au Bénin, en Afrique. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont jonchés ici au Bénin, qui n'ont pas de boulot. Or, ils ont la compétence de gagner beaucoup d'argent là-bas. Non, ils vont gagner au Bénin. Et développer ici le pays aussi. Ils vont le faire. On va commercialiser. Ils vont le faire au Bénin. Ou on peut faire aussi au Bénin et on commercialise là-bas. Je retiens l'eau, le soleil, matière organique. Si vous envisagez, un cher téléspectateur, de vous lancer dans la production du taro. C'est bien ça. J'ai bien résumé. Merci, monsieur Talagbe Valère Wansou. Merci à vous, chers amis. Un plaisir, j'ai aimé l'émission du jour. Même mon boss, il voulait parler, il n'a pas pu parler. Je voulais juste dire que j'avais un collègue qui a dans la production du taro, qui a travaillé,